Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, le 14 juin, c'est la journée nationale sans bureau. Je ne sais pas si vous le saviez, cela change quoi? On va en parler avec Mehdi Ziri, il est directeur général d'Ubique, une plateforme de mise en relation pour trouver des espaces, mais pour aussi peut-être réinventer le bureau. On en parle avec lui dans quelques instants. Le livre de Smart Job, et aujourd'hui, on découvre le livre du coach Arnaud Collery, fondateur d'Humanava. Il sera avec nous, auteur de Réinventer votre vie aux éditions IDEO. Il nous fera partager sa vision de la transformation de notre société. Et puis le cercle RH, c'est le débat des experts, vous le savez. Et comme chaque vendredi, on parlera aujourd'hui des propositions de la CPME, un pack pouvoir d'achat, des propositions très concrètes. On parlera de la crise à l'hôpital public. Oui, c'est compliqué, notamment aux urgences. Et puis on parlera de ces retraités. Alors ça se passe aux États-Unis, on verra si ça se passe aussi en France. Des retraités qui reprennent le travail parce qu'aux États-Unis, la bourse s'est légèrement effondrée. Et puis on parlera dans Fenêtre sur l'emploi de la diversité de l'employabilité chez les cadres avec un des responsables de la Syntec Conseil. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du bureau. Alors on parle du bureau parce que le 14 juin prochain, ce sera la journée nationale sans bureau. Je ne savais pas que cette journée existait, mais il y a quasiment pour tous les jours un dénominateur. Le 14, ce sera donc la journée nationale sans bureau et j'accueille Mehdi Ziri. Bonjour Mehdi. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général d'Ubique. Alors anciennement bureau à partager. Exactement. Plateforme qui met en relation ceux qui ont des bureaux et ceux qui en cherchent. Tout à fait. Ça, c'est la base c'est le cœur du métier. C'est le cœur du métier. On a plus de 3000 offres de bureaux sur la plateforme. Un peu toutes les solutions de bureaux et notamment les bureaux flexibles. En fait, on est la plateforme leader en France des bureaux flexibles. Et donc, il y a tous les espaces de coworking, les sous-locations, des tiers-lieux, toutes les solutions de bureaux notamment flexibles et puis des solutions moins flexibles aussi qui sont proposées. Et de l'autre côté, des entreprises qui recherchent le bon bureau pour leur équipe. Avant de parler de la disruption du bureau, parce que sincèrement, Ubique, au-delà de mettre en relation des bureaux classiques et des entreprises pour y poser leur ordinateur, vous inventez des trucs totalement incroyables, on va le voir. Mais un petit état du marché là. Ouais. Depuis le Covid, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises réfléchissent, se transforment, se déplacent. L'activité a progressé là, depuis la sortie Covid ? En fait, le modèle de bureau se réinvente nécessairement, puisque les entreprises, elles ont passé plus de 2 ans à définir leur politique de télétravail, leur rythme de travail, leur modèle d'organisation, et puis du coup, ça touche aussi à la culture d'entreprise profondément. Et donc, les entreprises, elles réfléchissent à ça. Donc, on a de plus en plus de besoins qui varient. On a des entreprises qui n'ont pas forcément abandonné le bureau, mais qui vont nous dire, tiens, je cherche un espace plus petit potentiellement, on a beau être 50, je cherche 200 mètres carrés, parce qu'on n'est jamais plus de 20 au bureau, en flexible, typiquement. Ça, c'est la demande principale. Ça, c'est la demande principale, avec des bureaux, avec des contrats flexibles, et plus l'engagement sur 3 ans, 6 ans, 9 ans classique. Et puis, ils nous disent, mais aussi, le jour où on se retrouve tous au bureau, il nous faudra une solution pour qu'on puisse tous se réunir et vivre en équipe ensemble. Donc, c'est tous ces besoins-là qui émergent aujourd'hui. Il faut du petit bureau, puis en même temps avoir la place pour accueillir tout le monde. Il y a les collaborateurs qui sont partis un peu partout en France ou à l'étranger pour vivre et être en télétravail permanent, en full remote. Et il y a des entreprises qui réfléchissent aussi à déployer des expériences collaborateurs pour répondre à ça. Alors, Ubique, si j'ai bien compris, c'est comme ubiquité. Tout à fait. Donc, ce qui va évidemment dans le concept des propositions qu'on va aborder, parce que lorsque le client parfois se retrouve en difficulté, il ne trouve pas le bureau qui correspond, c'est trop grand, c'est trop petit, c'est pas la bonne ville. Là, vous déployez, je dirais, votre carte, la carte Ubique, et là, vous faites des propositions qui sont assez incroyables. On va voir quelques images d'ailleurs. Le télétravan. Alors, quand on le lit, télétravan, ça veut dire on bosse en camping-car. Ouais. Ouais. Non, mais vous riez, on l'a fait, ça existe. On l'a fait, bien sûr, on l'a fait en équipe chez Ubique. En fait, on a un concept un peu particulier chez Ubique. Vous l'avez donc testé? On l'a testé, bien sûr. En fait, on teste tout le temps des solutions de bureau. C'est un peu la règle chez Ubique, dans toute l'équipe. On est 25 aujourd'hui. Et on s'est donné une règle qui nous amuse et qui a énormément de sens. C'est que toutes les semaines, on doit déménager. On doit tester une nouvelle solution de bureau, une fois par semaine. C'est le minimum. Dans un autre espace, dans une autre rue? Dans un espace, ça peut être un vrai bureau
plutôt traditionnel, un espace de coworking, une sous-location, et parfois ces expériences de travail assez insolites. Donc, typiquement le télétravail, on est parti 3 jours en effet, 2 jours en van à 1 heure de Paris, et on a dormi dans le van, on a fait à manger, on a travaillé, on a fait un peu de paddle aussi parce qu'on a embarqué des paddles dans le coffre, et voilà, et on a mixé et on a inventé une nouvelle expérience de travail en équipe qui était hyper intéressante, et toutes les semaines on va tester une solution comme ça, et puis surtout on la documente, et puis on raconte ça sur nos réseaux, on fait nos retours d'expérience pour rendre ça plus accessible. Finalement, et éduquer le marché. Vous êtes une entreprise, Ubique, on l'a compris, qui génère de la valeur, qui crée de la richesse, qui emploie, et puis vous êtes aussi quelque part un peu des ethnologues ou des sociologues de cette espèce de terre inconnue pour l'instant, et que vous essayez comme ça de découvrir. C'est notre positionnement, en effet, on a envie d'éclairer le futur du travail, et le futur du travail avec l'angle du bureau et des modèles de travail et d'organisation. Alors je ne sais pas si on a vu les petites animations, mais il y a aussi, je trouvais ça assez génial, moi qui aime la montagne, un bureau à 2000 mètres d'altitude dans la montagne ariégeoise, ça monte si haut, on va jusqu'à 2000 mètres dans la 1800 mètres. Ah, on est d'accord, parce qu'il me semblait bien que ça n'allait pas jusqu'à 2000. 1800 mètres, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un petit chalet? C'est quoi? Non, alors là c'est une expérience totalement incroyable. On a créé un plateau éphémère de bureau à 1800 mètres d'altitude. Donc en vous pleine avez montagne. câblé des ordinateurs, vous avez pu... On est arrivé avec des tables, des chaises. La région nous a beaucoup aidés, et on avait des motoneiges qui nous ont aidés à mettre en place. Pendant l'hiver, enfin fin En plein hiver, hiver. en plein mois de janvier. Il faisait beau ce jour-là. Il y a toujours le soleil avec nous sur toutes nos opérations, ça c'est génial. C'est un bon signe. Et donc voilà, la station nous a aidés, on a installé un plateau, et on s'est installé là pour travailler toute la journée. Mais avec des batteries pour pouvoir recharger nos ordinateurs, des batteries portables. C'est une solution qui s'appelle Au Sol qui nous a aidés là-dessus. Des tables et des chaises qui sont des tables Slim, qui sont dédiées aux télétravailleurs. Et puis avec toute la région ariégeoise qui nous aidait, notamment qui se pose la question de l'attractivité du territoire et de l'accueil des télétravailleurs sur son territoire. ouais, parce qu'on voit bien quand même à travers vous êtes un peu une vitrine, à travers vos expérimentations qui peuvent donner envie à des territoires un peu oubliés. Bien sûr. Avec l'Ariège, c'est un petit territoire au pied des Pyrénées, un peu oublié, un peu reculé, et vous dites, bah regardez, on peut bosser. Alors là, on est dans l'extrême, parce que j'imagine qu'on ne peut pas travailler tous les jours à 1800 mètres dans ces complètement. conditions. Et donc on a testé bien d'autres espaces en Ariège, des tiers-lieux à proximité qui sont développés et qui sont soutenus par le territoire également. Et ça répond à une vraie question qui est celui de l'équité des territoires, du développement économique global sur l'ensemble du territoire, et pas de la concentration d'activités qu'au cœur des métropoles, avec des temps de trajet domicile-travail qui s'allongent du coup, puisque tout le monde s'agglutine autour des métropoles, avec l'impact carbone associé, etc. Alors, vous dites, votre règle, c'est de travailler de partout. Vous le prouvez à travers les exemples. Et aussi la Montgolfière. Alors, on va le voir, là, on a l'image. Ça, c'est sympa, parce que ça, c'est le parc près de Canal+, ex-Canal+, dans le 15e arrondissement. Là, vous êtes rentré sur la nacelle, vous avez occupé la nacelle. Alors ça, c'est ce qui aura lieu le 14 juin. Ah, ça, c'est le 14, ça. Ça, c'est le 14 juin. Donc là, vous serez là-haut. Là, on sera là-haut. Il y aura des postes, des bureaux au pied de la Montgolfière. Et puis, il y a la possibilité d'aller passer un coup de fil, de faire une réunion sur la nacelle. Et on vous invite d'ailleurs à passer le 14 juin. Ok, d'accord. Donc en bas, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Donc, en bas, il y a des espaces où je peux ouvrir mon ordinateur. J'ai du On peut travailler toute la journée. Il y a du Wi-Fi, et puis, Internet. comme on dit, j'ai un call. Voilà, je prends la nacelle et je grimpe. Exactement. Ce sera accessible toute la journée. On est en partenariat avec Generali et le Ballon de Paris, du coup, qui nous aident pour cette journée exceptionnelle. Le 14 juin, le concept, c'est que, comme j'ai dit, on teste chaque semaine des solutions de bureau. Puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est tout seul à les tester? Et si on invitait d'autres personnes à tester? Et si on testait tous ensemble, on invitait les entreprises à venir tester ces solutions-là? Mais il y a quand même chez vous, au-delà de l'aspect purement business, de la mise en relation de l'offre et de la demande, il y a quand même l'idée chez vous de disrupter, de prouver que c'est possible, que le travail c'est bien, mais vous l'évoquiez avec beaucoup de tranquillité. Bon, on a fait un peu de paddle, on peut faire des réunions en barque. Enfin, il y a cette idée que le travail se lie, se mixe aussi avec un certain plaisir. Bien sûr. Et aujourd'hui, une vraie nécessité pour les entreprises de réinventer aussi leur expérience collaborateur. Juste dire, bon, bah voilà, vous avez 3 jours de télétravail par semaine, et puis... c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait, Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une culture d'entreprise qui évolue radicalement entre un moment où il y a 5 jours par semaine des gens au bureau, et puis d'un coup on ne se voit plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance à l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller au boulot? Et donc tout ça, finalement, le bureau, c'est un point qui touche à tous ces éléments-là. Et donc il faut inventer des expériences collaborateurs, une réflexion plus globale autour du confort, du rapport entre vie privée, vie professionnelle, de l'équilibre de la vie de chacun. Sur le plan business, comment vous le matérialisez tout ça, toutes ces expériences qui sont d'une très grande richesse humaine aussi, parce que là vous allez tester des choses, vous allez essayer des choses. Comment ça se matérialise? Ensuite, vous présentez à vos clients, ou vos prospects, je ne sais pas, vous leur dites voilà, ça c'est possible, ça on peut le faire, ça on l'a fait. Comment ça marche? Parce que j'imagine que le client en face,
il marque un temps de recul quand même. Ouais, mais aujourd'hui, c'est une manière aussi de faire comprendre à nos clients l'éventail des possibilités et des solutions à envisager. Donc, beaucoup de clients qui voient ce qu'on a fait et qui du coup nous contactent par là en disant c'est intéressant les réflexions que vous menez. Moi aussi, je me pose des questions sur modèle de bureau. On vient de mettre en place une politique de télétravail, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est une des formes. Et puis de l'autre côté, offreur aussi, c'est une manière de mettre en avant des offres qui parfois sont sous-cotées ou pas assez mises en avant. Oui, c'est la marque employeur, hein. C'est l'occasion de montrer qu'il y a une modernité, un modernisme dans la façon même d'engager les collaborateurs. Il y a le 14, donc on l'a compris, ça sera à Paris, ouvert à tous. Ça sera partout en France. Partout en France, mais je parlais de la nacelle. La nacelle, oui. On est d'accord. C'est un des spots, il y a 80 spots partout en France où on peut aller travailler. Sera finalement le capteur pour remonter de l'info, parce qu'il y aura des représentants d'Ubique, vous n'êtes que 25. Alors, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas vocation à en faire un événement Ubique, c'est un événement porté par l'ensemble des acteurs qui font le bureau de demain. Tous les espaces de coworking ont répondu présent et nous ont soutenus, et ils ouvrent leurs portes et ils créent des espaces accessibles gratuitement pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Et n'oublions pas les tiers-lieux, vous l'avez évoqué. Les tiers-lieux, tout à fait. On a des restaurants qui sont marqués, on a un club de tennis qui a ouvert une superbe terrasse sur les cours et qui a dit moi je peux accueillir des télétravailleurs ce jour-là à Courbevoie. Courbevoie, bien sûr. On a la nacelle durant Paris, nous, l'équipe Ubique, on sera sur 2 endroits en même temps ce jour-là, on n'est que 25 en effet, à la nacelle, au Ballon de Paris, et puis sur l'île, au cœur du Bois de Boulogne, au niveau du Chalet des Îles. Juste à côté, on va créer un open space aussi, pareil, on va installer des tables, des chaises. Les gens pourront venir prendre leur barque et nous rejoindre sur l'open space en plein air. Certains, évidemment, vous challenge, doivent vous dire, mais attendez, on trouve ça super, votre paddle, les barques, c'est super, mais on ne produit pas, les gens ne travaillent pas. Alors, forcément, quand on vous le dit ça. Alors, absolument pas. C'est assez incroyable. Moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois. Je vois l'équipe. Et donc, c'est mon équipe. On est dans le guidon. On est installé. Donc, alors, on s'installe. À 9h, on met les tables, les chaises, etc. À 9h30, tout est prêt. Puis là, je les vois. Ils sont un peu excités au début. Alors, ils font c'est incroyable. Tout le monde fait des stories, des photos, etc. Et puis à 10h, il n'y a plus un bruit. Tout le monde est concentré, tout le monde fait ses trucs. Et ils s'habituent de plus en plus vite. C'est assez incroyable. C'est comme une gymnastique. Plus on change de bureau, plus le temps entre le temps de déconcentration est de plus en plus court. C'est l'inverse. Quand on est bien installé à son bureau, on se dissipe sur plein de trucs. Exactement. Parce qu'on a ses habitudes, parce qu'on a ses rythmes. Et ça crée des moments assez intéressants. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi pas inviter les entreprises sur cette journée-là, le temps d'une journée. Ce sera une journée insolite, mais ils se poseront des questions intéressantes et ça permettra de soulever les bonnes questions. Merci Mehdi Ziri d'être venu nous rendre visite. Nous avez fait un peu rêver, parce que rien que la Montgolfière, dans la Montgolfière c'est à Paris, mais il y a 80 autres sites. Il suffit d'aller, j'imagine, sur votre site pour voir où ça se passe. Sur la journée sans bureau. Voilà, la journée sans bureau, c'est facile. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, et ça risque d'être sympa, surtout si vous avez le soleil, mais comme vous avez toujours le soleil, ça devrait très bien se passer. On compte sur vous, Arnaud, pour passer nous voir, du coup. Je vais faire le maximum. Je vais essayer de passer un coup de fil de la nacelle. Mais j'ai pas le vertige, ça tombe bien. Merci Mehdi Ziri, directeur général d'Ubique. Merci de nous avoir rendu visite. Ça va faire écho, le livre de Smart Job. On va recevoir un invité, un auteur qui nous parle de repenser sa vie. On va en parler avec lui, qui va faire, j'imagine, écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est tout de suite le livre de Smart Job. Comme chaque vendredi, le livre de Smart Job. On accueille aujourd'hui, en visio, en duplex, Arnaud Collery. Il est l'auteur de Réinventer votre vie. On va en parler avec lui dans quelques instants, édition Idéo. Vous découvrez la couverture de ce livre avec cette main ouverte et ces formes de papillon, parce que c'est ça aussi, c'est finalement prendre son envol. Et puis Arnaud Collery est le fondateur d'Humanava. Il est venu à plusieurs reprises sur notre plateau. Bonjour Arnaud, comment allez-vous ? Bonjour Arnaud. Très bien. Écoutez, ce qui est intéressant dans votre livre et dans votre démarche, j'allais dire philosophique, vous étiez venu nous parler de votre livre Chief Happiness pour défendre l'importance de ces postes, ces nouveaux postes dans les entreprises. Là, vous avez franchi un cap avec Humanava. Je vous la pose à vous, la question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réinventé votre propre vie ? Ah oui, continuellement, c'est ma 15e carrière. J'étais passé de Chief Happiness Officer, coach, consultant, formateur, à maintenant celui de start-upper. On a monté cette boîte il y a maintenant 1 an. On est basé au Village by CA à Bordeaux. C'est un incubateur de start-up. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'après 2 ans, après être revenu en France, on a compris qu'en fait, en France, il y a un gap entre le bonheur et le dépassement de soi. Et pour moi, c'est la réinvention de vie. On peut être heureux dans le dépassement de soi et il faut du dépassement de soi dans le bonheur. D'où l'importance de proposer aux gens divers soft skills, diverses formations sur les soft skills, c'est-à-dire sur l'intelligence émotionnelle, sur la créativité, sur le leadership.
Et en fait, ce qu'on fait à Humanava, on met des gens en avant comme Théo Curin, qui à 21 ans vient de traverser le lac Titicaca alors qu'il lui manque 4 membres, 2 bras, 2 jambes, et pourtant il a fait les 110 km du lac Titicaca. Donc il nous raconte comment mentalement il peut franchir plusieurs étapes. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à mon niveau, franchir plusieurs étapes, de plusieurs carrières, à plusieurs niveaux. Et ce soir, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Bordeaux. On fait un événement dans la ville de Florac, près de Bordeaux, avec 300 personnes sur la réinvention de vie. Et là, sur scène, on aura 7 personnes qui sont en train de devenir artistes professionnels, comiques professionnels, qui eux aussi changent de vie. Et c'est ce qu'on a fait en fait cette année. On a fait divers masterclass avec des gens qui passaient de consultants à entrepreneurs, de entrepreneurs à coach, ou alors qui changeaient d'un métier qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient auparavant, quel que ce soit de artistes, etc. Et ce qu'on se rend compte dans le monde de la société dans laquelle on vit, on peut se réinventer, quelle que soit la position qu'on fait, quel que soit là où on part. C'est-à-dire que dans la société, dans nos corporations, dans nos sociétés à tous, on peut se réinventer, mais même dans son job, même dans sa ville, même dans son pays. Mais il faut juste décider de faire quelque chose d'autre. Juste décider. alors Arnaud, quand même, c'est intéressant ce que vous évoquez, l'idée aussi de travailler sur son mental, sur son centrage. Juste d'un petit mot, est-ce que vous m'entendez Arnaud déjà? Oui, je vous entends. Ouais. Je voulais juste vous demander quand même, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Parce qu'on n'a jamais eu autant de, j'allais dire, je mets des guillemets, mais pas de prophétie, mais d'acteurs très engagés avec votre message. Vous le portez avec beaucoup de passion. Il y a quoi? Il y a un grand malaise dans nos sociétés. Il y a les salariés sont un peu perdus, sont un peu déboussolés, au point de devoir réinventer leur vie. Elle est si triste que ça, leur vie. Enfin, quand je t'entends, tu me dis au point de vouloir changer la vie. Je vous rappelle, Arnaud, que pour se connaître complètement, il n'y a que le changement de vie. Donc c'est pas, et il y en a qui doivent changer. Non, non. C'est Goethe qui a dit l'homme ne devient que lui-même lorsqu'il meurt et renaît. Je vais te citer quelqu'un d'autre. David Goggins. Personne, absolument personne, n'est à l'abri d'être dans un confort extrême qu'il passe à côté de sa vie. Et pour moi, on est tous dans un mélange et de confort et d'inconfort et de sécurité et de priorité. Quand même, pour revenir à ce que vous nous dites, Arnaud, c'est intéressant. Est-ce que les personnes que vous rencontrez, parce que Humanava, c'est aussi de montrer, de dévoiler des histoires, des parcours, des ambitions. Qu'est-ce que ça suscite chez ceux qui le regardent? Qu'est-ce que vous cherchez à susciter? C'est toujours la même passion que j'ai depuis 20 ans, c'est l'envie d'être vous-même. Et ce qu'on a découvert, c'est lorsque la conversation est franche, transparente, d'une manière générale avec votre manager, votre président de boîte, vous pouvez arriver à être vous-même et authentique dans la plupart des boîtes dans lesquelles vous travaillez. Donc c'est ce qu'on essaye de susciter chez les gens qui nous écoutent, quelle que soit la masterclass qu'on propose. Encore une fois, c'est des vidéos entre 5 et 12 minutes, très divertissantes, filmées comme des émissions télé, avec des personnages très charismatiques qui incarnent chacune des soft skills. Donc, ce qu'on essaye de chercher, de trouver, de faire émerger chez l'autre, c'est ça, cette envie de devenir lui-même. Et ce qu'on a trouvé, c'est que normalement, plus tu es toi-même dans une société, contrairement à l'image d'Épinal, contrairement à ce qu'on pense, plus tu vas arriver à être soi. Et quel que soit le pays. Hier, j'étais en Tunisie où il y a un besoin absolu de soft skills. Il y a quelques jours au Maroc, pareil, dans un salon RH. Et ce grand directeur de banque vient vers moi et me dit « Mais Arnaud, pour réussir, on est obligé d'être double jeu, on est obligé. Mais c'est vrai que tous les soirs, j'ai mal au ventre. Et toute personne ne le sait dans la société parce que j'ai le sourire et je suis successful dans ma boîte. Mais tous les soirs, j'ai mal au ventre. Je ne suis pas moi-même. Mais il n'y a pas d'autre solution, n'est-ce pas? Si, tu es obligé. Tu es obligé d'en parler. Et puis, même si tu dois rétrograder dans un autre poste qui n'est pas aussi prestigieux que ce que tu dois faire, le but, c'est quoi? C'est quand même d'être toi-même. C'est quand même de vivre. Et comme la plupart des gens sont cette obsession d'avoir le plus gros titre ou le meilleur salaire, c'est pas l'obsession. L'obsession primordiale, c'est d'être soi.
Et dans toutes les histoires de réinvention dont je parle, toutes, souvent on rétropédale, on rétrograde, on gagne un peu moins d'argent, c'est un peu plus difficile pendant 1 an, 18 mois, voire 2 ans, la période que dure la réinvention. Mais au bout de 18 mois, 2 ans, on sera enfin un peu plus soi-même, qui est quand même le but d'une vie. Mais oui, évidemment. Ouais, c'est la phrase réussir sa vie ou réussir dans la vie, finalement, c'est ce que vous soulevez comme problématique. Oui, c'est ça. Et je pense que je commence le bouquin comme ça, c'est quel est le prix de l'inaction? Vraiment, mettez-vous, prenez un papier, prenez une feuille, qu'est-ce que ça va me coûter au niveau physique, au niveau même financier, au niveau de la famille, de mes amis, de ne pas être moi-même au boulot ou en extérieur. Mais oui. Et à un moment, vous allez voir que ça va tellement vous bouffer. Merci Arnaud Collery. Merci d'être venu nous rendre visite avec la passion qui vous anime. Puis on a vu la couverture de votre livre « Réinventer votre vie ». C'est une très jolie couverture avec cette main en superposition d'un joli papillon. On voit bien évidemment l'idée comme ça de cet envol, ce désir de liberté et d'être centré. Édition Idéo, dernier livre d'Arnaud Collery. C'est un plaisir de vous accueillir Arnaud. Vous reviendrez physiquement, j'en suis sûr, pour développer évidemment votre concept. On fait une courte pause et on se tourne vers le cercle RH et les experts de Smart Job. Il y a un programme chargé aujourd'hui. D'un côté, la crise à l'hôpital et aux urgences. On parlera du pack pouvoir d'achat de la CPME, les PME qui prennent la parole. Et puis, on s'intéressera aussi aux retraités. Ça se passe aux États-Unis qui ont repris le travail parce qu'ils ont besoin de travailler. On fait le point, c'est juste après la pause avec les experts de Smart Job. Le cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque vendredi pour balayer l'actualité. Actualité assez riche aujourd'hui. Avant de vous présenter mes invités, je vais vous les présenter d'abord. Tiens, Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, auteure de ce livre dont vous allez nous donner le titre d'ailleurs. Décider, ça se travaille. On ne naît pas bon décideur, on le devient, Arnaud. C'est important que vous le répétiez régulièrement parce que c'est un sujet que vous creusez régulièrement avec les managers, à travers des articles sur la manière dont on décide. Et ça risque d'être un sujet de plus en plus important en période de crise. Merci d'être là. Pierre Guillet, ravi de vous accueillir, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes dirigeant d'Esion et on va vous écouter évidemment sur tous les sujets d'actualité. D'abord, ce chiffre sur les créations d'emplois qui sont plutôt un chiffre positif. On va le découvrir dans quelques instants. 69 500 créations nettes d'emplois, plus 0,3%. Contre plus 0,8 au 4e trimestre, qui est un peu plus faible, mais malgré la crise, l'Ukraine, l'inflation et puis quelques crispations, et même d'ailleurs des Français qui sont un peu tendus, on voit quand même que le maintien de l'emploi se fait. On commence par le PAC, je pense que vous l'avez vu, ce PAC pouvoir d'achat lancé par la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Un PAC pouvoir d'achat, assouplir la prime Macron, parce qu'il y a un vrai débat sur cette question, défiscaliser les heures supplémentaires, on fait du neuf avec de l'ancien, et paiement de l'intéressement et participation. Pierre Guillet, ça vous va? Est-ce que vous dites, moi je signe ce PAC? Moi, je pense que c'est un très bon PAC, dans le sens où ça donne de la liberté aux entreprises, et ça, nous, on est pour, aux EDC, donner de la liberté, faire confiance aux entreprises, ça c'est bon. C'est bon. Après, il y a du court terme, il y a du moyen terme. Mais c'est bien meilleur que d'imposer une augmentation générale qui, dans certains cas, ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dont la trésorerie est tendue, qui sont encore avec des PGE, qui ne peuvent pas les rembourser. Donc voilà, je dirais les entrepreneurs, les dirigeants sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire dans une économie où il y a de la tension sur certains collaborateurs, certains marchés de l'emploi. Donc voilà, ils connaissent leur... Vous me faites la méta-analyse de ce PAC, parce que finalement, ce que dit ce PAC, Marine Balançard, c'est pour éviter d'être dans des négociations salariales de branches qui vont être tendues, c'est peut-être une manière d'éviter des augmentations trop lourdes, trop difficiles à assumer pour les entreprises. C'est ça que veut dire ce PAC. Oui, absolument. Les entreprises n'ont pas forcément les moyens, comme le disait Pierre, pour augmenter les salaires, et puis sans compter le risque de spirale. Inflation, hausse des salaires, inflation. Et l'enjeu, en fait, c'est le pouvoir d'achat et plus personne ne peut payer. Les entreprises ne peuvent pas se permettre des augmentations de salaire.
Donc effectivement, la défiscalisation, les mesures ne sont pas vraiment des mesurettes, mais ce sont toujours les mêmes, les mêmes astuces qui sont recyclées. On entend ça depuis 20 ans et c'est dommage, il y a quand même un problème en France sur le coût du travail et sur la rémunération du travail. J'allais juste aller y venir parce que la CPME, je me disais que peut-être dans une des propositions de son PAC, elle aurait pu rajouter, qui est un vieux sujet mais qui a disparu même des discussions des responsables syndicaux, la baisse des charges. L'idée, c'est que le travail coûte cher et on le voit même avec le dumping social en Europe. On a des cotisations et des charges trop lourdes. Ouais, pour vous, c'est un sujet réglé, on ne peut pas y toucher, on n'en parle pas ? Ah non, non, non. Tous les sujets dont on va parler après, on peut tous les aborder, mais on ne les aborde pas. Mais on peut tous les aborder. Mais franchement, directement, et pas voilà, en mettant des petites mesurettes. Bon, il faut être courageux, hein, mais bon. Non, mais Marine Balançard dit quand même, là, la défiscalisation, c'est un sujet, ça avait été défiscalisé les heures sup par Nicolas Sarkozy, puis refiscalisé par François Hollande, et maintenu, d'ailleurs, d'une manière un peu étrange, par Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Est-ce que vous dites, vous, en tant que chef d'entreprise, à la tête de votre cabinet, notre travail coûte cher, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner, pour un salaire de 2 000 €, on donne presque 2 000 € de cotisation, à peu près. C'est beaucoup. Oui. Non, mais je mets les pieds dans le plat. Oui. Non, mais c'est insoutenable. D'accord. Et puis, c'est lié aux 35 heures, c'est lié à un ensemble de problèmes qu'on ne veut pas adresser depuis Jacques Chirac. Voilà. C'est exactement ça. Donc, vous soutenez ce PAC. Oui. Vous avez lancé le sujet, puisque le sujet qui vous intéresse, parce que évidemment, il intéresse les Français, et puis les acteurs, les parties prenantes, c'est ce fameux Conseil national de refondation, CNR, qui renvoie au Conseil national de la résistance, monté par De Gaulle, le 46, c'est l'idée de remettre le pays à plat. Je vois sourire. C'est quoi ? C'est un machin de plus où vous dites, après tout, tiens, j'y crois. Tous les sujets qui sont adressés par ce projet sont bons. Ils sont connus. Après, s'il y a un vrai problème de méthode, c'est-à-dire que si on mobilise des gens très compétents pour produire des idées, pour produire pour être créatif. Et derrière, si c'est toujours l'État seul qui décide de ne rien faire, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, moi je pense que ça va coûter beaucoup d'argent, comme une énième organisation qui va coûter beaucoup d'argent. Il n'en sortira rien parce que c'est l'État qui décidera. Et ce que nous, on pense aux EDC, c'est que c'est un principe de la construction de l'Europe, la subsidiarité, c'est laisser la responsabilité de la décision au plus bas niveau possible. Et ça marche. Et ça marche. Dans toutes les entreprises, ça marche. Pourquoi ne pas l'appliquer une bonne fois pour toutes sur ces sujets Réforme, l'idée des gros sujets. Il y a l'école, par exemple, énorme sujet. On imagine qu'autour de la table, certaines personnes vont d'abord faire un diagnostic, apporter leur contribution. Alors, on nous dit que ce sera des citoyens tirés au sort, un peu comme les jurés, donc chacun viendra apporter sa contribution, son témoignage. D'abord, est-ce que, Marine Balançard, vous y croyez à ce Conseil national de refondation, puisque ça fera écho au sujet suivant sur l'hôpital, parce que ça fait quand même presque 5 ans que l'hôpital souffre, j'ai envie de dire depuis 20 ans. Est-ce qu'il faut de nouveau une mission flash, un conseil de refondation pour savoir ce qui se passe à l'hôpital ? Vous voyez, il y a quand même ce côté un peu choquant. Tout d'un coup, on découvrirait à travers ce conseil la réalité du pays. C'est très difficile de vous avez envie d'y tuer le projet avant qu'il naisse, mais si on n'était pas sur un plateau, je dirais que c'est du bullshit. Mais ça y est, vous l'avez dit en fait, vous êtes sur un plateau là. Mais parce qu'on a un problème, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'est qu'on réfléchit à beaucoup de choses et on ne fait rien, on ne met rien en place derrière. Et donc là, encore une fois, on voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexions, on va solliciter beaucoup de gens, on va leur dire peut-être qu'on va mettre en place, et ça va faire exactement comme le Conseil pour le climat, où on a sollicité des citoyens, et puis on a dit, bon, finalement, c'est pas possible. Puis au bout de la moulinette, il est sorti 3 gouttes, Et il y avait il est sorti beaucoup moins que ce qu'avait promis le président de la République. Donc en fait, on n'a pas les moyens de le faire. Il faut arrêter de passer par ces créations de comités, de bidules, comme dirait Mélenchon, ou de machins, comme dirait De Gaulle, qui ne servent à rien. J'ai dit machin, moi. Je crois que j'ai dit machin. Mais quand même, il y a un sujet qui est posé. On va voter ce week-end
et le week-end prochain pour élire nos députés. Mais c'est vrai que sur les thématiques qui sont concernées, rien que l'école et la santé, enfin je veux dire, c'est du ressort des députés, c'est-à-dire les représentants qu'on a élus au suffrage universel. Qu'est-ce que les Français tirés au sort vont apporter de plus ? Enfin, je ne sais pas, vous êtes tiré au sort Mais on n'apportera rien de plus dans le sens où les gens qui ont déjà été consultés ont tous eu déjà de très bonnes idées, ils ont tous remonté, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il y en a des rapports. C'est un problème, c'est un millefeuille administratif, on rajoute des strates pour ne pas décider ou pour repousser les décisions, alors qu'en fait il suffit juste d'efficacité. C'est ça dont on a besoin, c'est en fait cranter, c'est-à-dire passer à l'action. Et là, on passe pas à l'action, en fait. On réfléchit, on passe pas à l'action. Vous dites la même chose, au fait. Hein. Bah oui, complètement. Moi, je rejoins complètement. Mais dans le concret, il se passe rien. Mais on a un président qui est quand même très intellectuel, qui a rarement été sur le terrain. Il a été, été vraiment. Il y était hier. Hein. Il s'est déplacé sur le terrain. Non, hier. mais il visite. Il visite. Mais dans sa vie professionnelle, il n'a La pas vraie vie. actionné. Voilà. Et donc, ça manque peut-être. Et par contre, sur le fait, les députés sont quand même un peu liés par leur appartenance politique. Donc, ils ne peuvent pas toujours dire ou faire ou proposer tout ce qu'ils veulent proposer. Que l'on soit dans la majorité. Bypasser les députés peut être une possibilité, mais on a déjà vu que ça ne marchait pas. Donc, c'est quand même étonnant de reproposer quelque chose qu'on a annihilé comme Marine Balançard, vous ne voulez pas tuer le projet avant même qu'il ait vu le jour, parce que c'est vrai qu'il faut voir la méthodologie, il faut voir la manière dont c'est organisé, et puis il faut voir aussi peut-être réellement, parce que là c'est très très flou, le véritable ordre du jour des thématiques traitées. On peut peut-être avoir même imaginé un système de débureaucratisation, c'est-à-dire réinventer, dénormer, supprimer des lois, comme le proposait Gaspard Koenig par exemple. Ça peut être des idées intéressantes. Oui, tout à fait. Ce qui serait intéressant dans le projet, si on veut être positif et constructif, c'est qu'il y ait un volet sur quelle liberté on donne à ceux qui font partie de ce conseil pour mettre tout seul en action ce qu'ils proposent. Voilà. Moi, c'est simplement ça que je rajouterais. Mais... Alors, il y a un sujet qui est lié à ce Conseil national, c'est la santé. L'hôpital est en crise. Alors, il y a beaucoup d'hôpitaux dont les services d'urgence sont fermés, c'est-à-dire qu'on assure une permanence, mais globalement, il reste 1 ou 2 médecins. Ça veut dire que c'est compliqué. Je pense à Orléans qui a démarré, mais il y a d'autres villes où les services d'urgence sont quasi à l'arrêt. Un système hospitalier qui est malade, malgré le Ségur, où on a vu des augmentations de salaire. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? Et là, encore une fois, le président Macron annonce une mission flash pour qu'en 2 mois, on règle l'affaire. Là, Marine Balançard, je vous vois sourire. Ça fait écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire, mais on a besoin d'une mission flash pour voir ce qui se passe à l'hôpital ? Une énième mission, et maintenant c'est flash. C'est comme les tickets flash du loto. On ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas... on a quand même peu de chances de gagner. Mais, non, mais c'est vrai que c'est étonnant, à nouveau, parce qu'on aurait le meilleur système de santé du monde. Enfin, on nous dit ça. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Voilà. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas, qu'il fallait prendre les problèmes à bras-le-corps. Et on continue les mesurettes, les missions flash. Et il ne faut pas être malade cet été. Voilà, ne vous blessez pas cet été, ne tombez pas malade cet été, parce qu'il n'y aura personne. Alors la ministre Brigitte Bourguignon annonce des mesures urgentes, comme assez traditionnellement, comme peut le dire un ministre. Beaucoup considèrent que ce n'est pas un problème financier. Beaucoup disent que c'est un problème de RH. Alors c'est typiquement dans Smart Job, puisque c'est l'emploi et les RH. L'emploi, les salariés fuient l'hôpital public pour aller ailleurs, ou dans l'hôpital privé. Et puis, ils disent souvent, mais il n'y a pas de gestion RH, il n'y a pas de suivi de nos carrières. Enfin, comment vous le regardez, vous qui êtes finalement très très loin du côté de votre entreprise, évidemment C'est un peu la même réponse que ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, là encore, aux EDC, on a beaucoup de réflexions justement sur le management de nos entreprises. Alors, tout cela inspiré par la pensée sociale chrétienne. Mais dans la pensée sociale chrétienne, il y a un pilier important qui est la subsidiarité. Oui. J'en ai parlé pour l'Europe tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans nos entreprises. Aujourd'hui, je ne connais pas la problématique de l'hôpital particulièrement, mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de subsidiarité dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'État, avec les ARS, qui veulent régler les problèmes des hôpitaux, mais que les hôpitaux pourraient peut-être, avec de la subsidiarité et du dialogue, parce qu'aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup de contrôleurs financiers, de fonctionnaires qui ont été mis dans les hôpitaux pour essayer de faire de pseudo-économies. La T2A, vous vous rappelez, c'était on calculait les soins et on faisait vraiment un travail de financier. Exactement. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans l'hôpital, comme dans les banlieues d'ailleurs. Et là où on met en général beaucoup d'argent, il ne se passe rien, ou
où on marche en arrière. C'est vrai. Donc, La rénovation urbaine. je pense qu'on pourrait faire des économies. Alors, je veux dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais faire des économies dans l'hôpital, je pense, en utilisant beaucoup mieux l'argent et en donnant le pouvoir de décision aux opérateurs. Que les médecins parlent avec les directeurs d'hôpitaux, mais que tout le pouvoir ne soit pas donné à l'administration pour pouvoir gérer les hôpitaux. J'ai même vu qu'il y avait des propositions alors, parmi des acteurs du dossier qui évoquaient l'idée d'un partage du pouvoir de l'hôpital, qui ne soit plus, entre guillemets, un directeur d'hôpital ayant fait un cursus, je dirais, très administratif, et qu'on partage le pouvoir avec un médecin, un chirurgien, et que finalement l'acteur de l'hôpital principal soit aussi un soignant. Qu'est-ce que vous en pensez ? On sent qu'il y a une difficulté de RH, de communication entre l'administration et les soignants sur le terrain qui s'en vont, malgré les 200 € d'augmentation, enfin 150 € d'augmentation. Malgré tout, ils s'en vont. Il y a un problème RH. Oui, en même temps, est-ce qu'il faut laisser l'administration des hôpitaux aux soignants ou aux personnels médicaux ? Non. C'est un vrai sujet. Ce sont des experts, mais pas de la gestion et de l'administratif. Deux têtes. Par contre, deux têtes, effectivement, la diversité, ça c'est tout à fait intéressant. Mais honnêtement, les médecins ne sont pas du tout formés à la gestion financière, à l'économie, et ce serait une catastrophe de laisser... Enfin, les directeurs d'hôpitaux ne sont pas médecins, n'ont pas besoin d'être médecins. Mais vous avez vu qu'il y a quand même un point commun entre les deux sujets qu'on traitait tout à l'heure, le Conseil national de la refondation et la mission Flash. On voit quand même que le président de la République, quand il engage ces grands trains de réforme, les grands thèmes, il met la santé. Notre système est malade. Est-ce que ce n'est pas notre système global qui est malade ? C'est-à-dire un système de santé publique, une sécurité sociale qui ne va pas bien. Comment vous le regardez ? Parce que non, mais il n'y a pas de grand train de réforme. En fait, il y a des mesurettes en permanence. Et c'est, à mon avis, une erreur de parler de grand train de réforme. Il y a des grands thèmes et d'énormes problèmes, mais il n'y a pas de grand train de réforme. Quand même, il y a un basculement des salariés de l'hôpital public vers l'hôpital privé, de la clinique. Les salaires sont meilleurs. Et disent-ils, en tout cas ce sont les témoignages des soignants, les conditions de travail sont meilleures. Comment on l'explique ? Parce qu'il y a malgré tout une administration pléthorique. Vous évoquiez la RS, il y a le ministère de la Santé, il y a des délégations régionales. Et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Problème de dialogue, ce qu'on évoquait tout à l'heure, problème de dialogue. Il y a pas de... en fait, quand il y a un problème dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? On discute. On met le problème sur la table et on le partage. On le partage ensemble. Les idées viennent et après on passe à l'action. On peut s'engueuler mais on partage. Mais bien sûr, on règle tous les problèmes par le dialogue. Et là, je pense qu'il n'y a pas de dialogue parce qu'il y a des corporations, parce que l'État veut être le dernier décideur, toujours. Et je pense que là, il y a un vrai sujet global, pas que sur la santé, de méthode. Mais je vous interroge, vous qui n'êtes pas du secteur ni hospitalier ni du secteur éducatif, encore une fois, on voit bien un lien dans la relation au travail. On a des enseignants dont on dit là qu'il faut les augmenter très rapidement si on veut avoir des profs compétents, on ne les a pas. Et en face, la même chose pour les soignants. Je ne parle pas des médecins, qui est un autre sujet. Est-ce qu'il faut, d'une manière un peu globale dans l'émission d'aujourd'hui, remonter les salaires ? Ou est-ce qu'il faut un pack pouvoir d'achat où on contourne le débat ? Est-ce qu'on pose la question de augmentation du revenu, du salaire des enseignants et des soignants ? Oui, non. Non. C'est une erreur de penser que c'est le salaire qui motive. Oui. C'est un des éléments de la motivation de l'engagement, mais ce n'est pas du tout l'élément principal. Donc tant qu'on raisonnera en salaire, il faut augmenter, pas augmenter, on n'y arrivera pas. En fait, vraiment, il y a besoin effectivement de dialogue, de consultation, de reposer les bases de qu'est-ce qu'on veut accomplir, à quoi est-ce que ça sert tout ce qu'on fait et d'impliquer chacun. Dans les deux mesures, c'est la solution ou pas d'augmenter les salaires ? Je parle des enseignants parce que le sujet est vraiment là brûlant. Et les soignants qui ont déjà été augmentés. Moi, je rejoins Marine. Ça peut faire partie d'un dispositif, mais c'est jamais l'élément clé. Aujourd'hui, pour attirer des jeunes dans une entreprise, le salaire n'est pas déterminant. C'est le projet qui les fait venir. C'est le projet, c'est les sujets sur lesquels on va les faire travailler et comment on les embarque. C'est vraiment ça le sujet de la réforme de l'État. C'est comment on va embarquer les gens pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des RH d'ailleurs à la RS peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un service de ressources humaines au sein des hôpitaux. J'en suis pas certain, parce qu'il y a parfois l'infirmière générale qui gère les plannings. On a une administration qui gère, je dirais, l'organisation médicale des soins, des feuilles de soins vers la Sécu.
je ne suis pas certain, en creusant un tout petit peu, même dans les hôpitaux flambant neufs, qu'on ait le RH, c'est-à-dire qui va faire une gestion de carrière des collaborateurs, comme on a dans le privé. Enfin, Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si c'est le seul sujet pour régler ce problème-là. C'est parce qu'il y aura un RH qui sera encore un fonctionnaire qu'on résoudra le problème. C'est bien d'avoir des structures pour écouter les gens, pour les accompagner dans leur carrière, mais si les gens ne viennent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Pour terminer, notre modèle de santé, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, Marine, on dit souvent, quand on est à l'étranger, mais vous, la France, vous avez un système de soins qui est incroyable, et on voit qu'à travers les sondages successifs et les témoignages que tout ça s'est dégradé. On est un système un peu bizarre en France quand même, parce qu'on est à la fois libéral et très public. Il faudrait qu'on choisisse notre camp, où on garde ce système finalement, où avec la carte, la petite carte verte, on a nos médicaments remboursés, on a une sorte de qualité évidemment sur les remboursements. Vous voyez, ce modèle plus global finalement, qui ne serait pas une mesurette là, qui serait on repenserait le modèle. Là, en France, c'est vrai qu'on soigne tout le monde, y compris sans distinction, y compris les personnes très âgées. On a accès à beaucoup de soins, beaucoup de dépistage. Donc en cela, c'est quand même un système qui est extrêmement précieux. Et ce qui manque, c'est évidemment le nombre de médecins. Il n'y a plus assez de médecins, de toutes les façons. Alors, le numerus clausus ouvert, mais ça ne sera que dans 4-5 ans, enfin, si j'ai bien compris. Voilà, il faut, pas assez de médecins, pas assez de médecins généralistes. Voilà. Et on a tendance, chaque fois qu'il y a un problème ou une crise, à se focaliser sur l'hôpital qui n'en peut plus. Donc en fait, on rajoute de la crise à la crise. Et on l'a vu pendant la dernière crise sanitaire. On a tout misé sur l'hôpital et pas du tout sur les médecins généralistes ou sur ne serait-ce même que les cliniques privées dans la première phase du confinement. Enfin, vous disiez tombez pas malade cet été, mais tombez pas malade le week-end en général quand on est dans une ville de province. Il faut être très honnête. Faut le trouver, le médecin qui vous accueille. Il n'y en a pas. C'est pour ça que Oui, c'est de la médecine libérale là, en l'occurrence. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire chez les médecins libéraux dans l'organisation du travail de la médecine libérale. Dans le projet qui nous est proposé par la ministre, il est question justement de rappeler les seniors, les anciens médecins, etc., et de faciliter le cumul emploi-retraite pour ces... ce sera peut-être l'autre sujet qu'on abordera après. Vous faites le lancement. Mais c'est la même chose. Mais en fait, aujourd'hui, c'est clair. S'il y a des gens qui veulent travailler, il faut les accueillir. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les médecins, je sais que sur ma commune, ils ont tous 65 ans passés. Et ils vont partir en retraite. Donc, ils vont partir en retraite, mais ils ont déjà dépassé largement les âges qu'on peut évoquer dans la réforme des retraites. Et aujourd'hui, je pense que c'est là aussi assez illusoire dans le contexte actuel de vouloir essayer de faire venir des médecins retraités. Oui. Ou étrangers, puisqu'on fait aussi venir des étrangers. Voilà. On parle aussi des jeunes diplômés, des infirmières, jeunes diplômés, mais le métier d'infirmière que je connais bien, j'ai une de mes filles qui est infirmière, c'est un métier d'apprentissage. C'est-à-dire toutes ces études, on pratique. Donc on est opérationnel dès qu'on a fini ces études. La question d'attendre le diplôme ou pas, c'est complètement parce qu'on a tout au long de son apprentissage, anecdotique. Sa carrière, sa formation pratiquée. On est opérationnel. Par contre, revaloriser le statut, donner plus de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette petite compétition entre le médecin, l'infirmière, les pharmaciens, etc. Un petit rapport de classe. Il n'y a pas de travail d'équipe où on pourrait redonner un tout petit peu plus de pouvoir de responsabilité aux corps qui sont à l'œuvre. C'est vrai que le médecin est là. Pour ne pas parler du mandarin qui, lui, est le grand professeur. Pour reparler justement d'argent, la revalorisation du statut permettrait de revaloriser les salaires de façon très légitime. Et là, on aurait des ressources supplémentaires. Donc vous êtes concerné très directement et personnellement par ce débat autour de la revalorisation du travail des infirmières, parce que c'est un métier difficile, par ailleurs, où il y a un investissement personnel, physique et psychologique qui est très fort. Tiens, vous lanciez le sujet, le retirement, le retour du travail des jeunes salariés. Je ne parle pas de la France, c'est un thème peut-être qui d'ailleurs va doucement arriver. C'est aux États-Unis. Vous l'avez vu, Marine Balançard, c'est ceux qui avaient quitté le marché du travail et puis qui, par obligation, sont obligés, là, au moment où on se parle, de revenir au travail. C'est un phénomène qui est très lié à la bourse, c'est quelque chose qui nous guette ici en France, ce risque-là, parce on parle beaucoup de pouvoir d'achat quand même. C'est cette question. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui rêvent de travailler. Il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas du tout envie d'être à la retraite. Il y a beaucoup de gens de plus de 55 ans qui sont sur la touche
en France et qui ont tout à fait envie de travailler, qui prennent leur pré-retraite Donc oui, j'espère que... Enfin, moi, je suis tout à fait favorable au retour des retraités qui le souhaitent dans le monde du travail. Et ce sont les plus expérimentés, les plus disponibles. Et... Ouais. Vous mettez un bémol ou pas? Parce qu'il y a le retraité qui tire la langue avec 800 € de retraite et qui dit j'ai pas le choix que de retourner au travail. C'est peut-être le cas de ceux-là. Puis effectivement, les retraités qui se disent après tout, je peux encore offrir à la société, à une entreprise 10 ans de ma vie ou 5 ans de ma vie. C'est pas la même chose. On va pas au travail de la même manière. Non, tout à fait. Aux deux extrêmes, il y a des fragilités. Il y a les jeunes qui sont éloignés du monde de l'emploi pour plein de raisons. Ceux-là aussi représentent un vrai potentiel. Il faut s'en occuper pour les faire revenir vers l'enseignement, un peu d'enseignement, pas trop, mais surtout de la pratique et de l'emploi derrière, les écoles de production par exemple. Et de l'autre côté, il y a ces seniors qu'on appelle seniors d'ailleurs, mais en fait ils ont 45 ans, ils sont hyper opérationnels, qu'on dégage peut-être un peu rapidement. Et ceux-là, ils ont envie de travailler. Il y a les jeunes retraités qui, si on leur laissait la possibilité, auraient envie de travailler. Donc pourquoi on ne laisse pas les gens travailler? Alors, pas forcément imposer, là encore, parce qu'on aime bien normer à tout le monde un système, mais laisser mettre de la liberté. Quoi. Vous dites quoi, Philippe? Après tout, ouvrir le débat très sensible de la réforme des retraites, c'est peut-être pas le sujet. Il faut laisser, puisque c'est votre fil rouge, la liberté, lorsqu'on le souhaite, de pouvoir aller au-delà même des 65 ans si on en a envie. C'est ça l'idée? Bien sûr. Vous êtes d'accord, Marine Balançard? Tout à fait. Donc ça règle le problème de la réforme des retraites aujourd'hui sur le plateau. Vous nous réglez le problème. Il n'y a plus de sujet. Ça ouvre le sujet, ça permet de discuter, ça permet de donner des pistes, plutôt que de se focaliser sur un âge de départ. C'est stupide. Enfin, ceci étant, on ne fait pas le débat sur les retraites, mais ce sujet américain renvoie effectivement au débat sur les retraites et la capacité qu'on a à retravailler après la date limite. Mais c'est les annuités qui vont compter, c'est pas forcément l'année butoir. On démarre ses études à 26 ans, s'il faut 42 annuités, moi si je calcule, ça fait 68 ans. Je veux dire, il n'y a pas de sujet non plus là. On se joue de mots, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Mais je reviendrai sur les États-Unis, c'est quand même habituel, enfin ça a toujours été le cas, aux États-Unis, les personnes âgées travaillent. C'est vrai. On les voit très souvent dans les bars, on les voit dans les parcs d'attractions, on les voit... Ils le désirent vraiment? C'est vraiment parce qu'ils ont envie de servir des bières le soir ou... Non, mais je pense qu'ils suis pas sûr. Non, mais ils ont toujours travaillé. Je pense que c'est un non-sujet pour eux. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit et c'est toute opportunité est bonne à prendre. Et effectivement, ils ont moins de protection sociale, moins de retraite. Et il n'y a pas vraiment de sujet, d'autant plus que beaucoup sont partis pendant la crise à la retraite. Et 2 fois plus que d'habitude, il me semble. Et donc, ils reviennent... voilà, c'est un juste retour à l'équilibre. Mais c'est une piste très intéressante pour la France. On n'est pas... Le modèle américain sur les retraites est clairement pas le modèle français. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Pas de répartition en France. Mais en France, on veut que tout le monde soit égal. Enfin, il faut l'égalité à tout prix et c'est pas bon non plus. La liberté, le choix, même pour les enseignants. Pourquoi les enseignants à la retraite ne pourraient pas continuer à enseigner? Ça, c'est tout à fait vrai. Et apporter, peut-être en faisant moins d'heures, mais une contribution, un apport, un accompagnement. On peut être très créatif sur les... Vous allez participer au Conseil national de refondation si vous continuez comme ça? Non, parce qu'on passera... Si on ne passe pas l'action, c'est pas la peine. Oui, d'accord. Non, par contre, on peut être très créatif sur les modèles de travail pour des seniors qui voudraient pas forcément travailler au même rythme qu'avant, et même sur les missions. Parce qu'ils ont une capacité à en transmettre qui est, dans certains métiers, indispensable. Donc, en fait, il faut être créatif, il faut proposer et il faut aussi déplafonner tous les coûts qui sont associés et peut-être au cumul emploi-retraite. Le débat de la fiscalité et des cotisations pour ce type de salariés qui sont un peu un pied dans la retraite et un pied dans la vie active. C'est une réflexion peut-être plus globale à mener, parce que c'est vrai que le chef d'entreprise se dit le salaire est élevé, de nouveau il faut que je recharge ce salaire. Toutes ces questions sont quand même induites. Oui, mais vous embauchez un directeur de la com dans votre entreprise, dans une PME, en fait, vous n'avez peut-être pas besoin d'un temps plein, mais vous avez peut-être besoin d'un jour, un jour et demi par semaine. En prestat. Vous avez quelqu'un qui est hyper compétent, qui est tout de suite opérationnel.
C'est génial. Et peut-être plus en prestation. Merci à vous de nous avoir éclairés. On reparlera de ce Conseil national de refondation, parce que c'est vrai qu'il est un peu vide. Le concept reste un peu vide, le machin ou le bidule. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal, et qui travaille sur la décision. Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises dans les semaines qui vont venir jusqu'à la rentrée. Et puis merci à Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dirigeant d'Esion, qui est une entreprise qui fait de l'électronique, technologie électronique. Merci à vous deux. On termine avec les conseils Syntec, conseils qui s'intéressent à la diversité et à l'employabilité chez les cadres. Et on en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'employabilité chez les cadres, de diversité, et on va en parler avec Iman Benaoun. Bonjour Iman, ravi de vous accueillir. Présidente de la commission conseil en recrutement au sein de Syntec Conseil. Vous étiez venu nous parler d'une autre fenêtre il y a quelques mois, de votre entreprise, la vôtre, mais là vous représentez la profession. Quelques mots sur Syntec Conseil, parce que c'est assez vaste finalement l'ensemble des métiers que vous représentez. Oui, alors Syntec Conseil, c'est le syndicat professionnel qui regroupe les 5 métiers du conseil, qui sont le conseil en management, le conseil en stratégie, l'outplacement, donc la mobilité carrière, le conseil en recrutement, les études. Et l'événementiel, je crois. Et l'événementiel, me semble-t-il. Tout à fait. Vous représentez aujourd'hui, par votre métier aussi, par votre action, très concrètement, les métiers du recrutement. Tout à fait. Les métiers du conseil en recrutement. On représente aujourd'hui à peu près la moitié du monde du conseil en recrutement, donc du chiffre d'affaires du recrutement, avec une centaine de cabinets adhérents. Et en tant que syndicat professionnel, on porte une charte de déontologie, une charte du recrutement responsable, et on observe les pratiques et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. D'abord, avant de parler des questions d'employabilité, de diversité, puis qui sont vos combats et qui sont importants, de la fameuse guerre des talents, qu'est-ce que vous disent les adhérents que vous rencontrez, avec lesquels vous avez des échanges, parce que vous parlez en leur nom, qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation actuelle, tant dans leur propre entreprise que dans le business de leurs clients? Alors, on a effectivement 2 niveaux. Il y a 2 sujets en fait. Il y a 2 sujets, il y a 2 niveaux d'intervention. C'est-à-dire que nos propres métiers, les métiers du conseil, connaissent aujourd'hui une forte pénurie. C'est-à-dire que habituellement, que ce soit en RH ou en management, on attirait les talents. Bah oui. Ce sont des métiers qui sont vraiment des portes d'entrée pour de belles carrières. Donc voilà. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et donc, rien que pour nos métiers, on réfléchit à d'autres pistes, à d'autres hypothèses. On travaille avec le conseil d'administration de Syntec pour aller peut-être identifier et travailler avec des universités qu'on allait moins chercher et pour essayer de faire de la promotion de nos métiers, puis de créer un peu des filières pour flécher, entre guillemets, des candidats vers nos métiers, des jeunes candidats vers nos métiers. Des talents ailleurs. Ailleurs que ce qu'on avait plutôt que les filières traditionnelles, ouais. Tout à fait, d'aller chercher. Juste un mot, comment vous expliquez, parce que vous étiez très attractif, les métiers sont plutôt intéressants, bien rémunérés. On démarre en général avec de bons salaires dans le conseil, et même dans le conseil en recrutement. Comment vous expliquez comme ça qu'il y a cette pénurie, même chez vous ? Parce qu'il y a tellement de choix, tellement d'opportunités, on se retrouve en concurrence avec des environnements qui payent bien, aussi bien, qui proposent des carrières différentes. Les startups, les startups, les pure players, les licornes qui lèvent des sommes colossales, qui ont une dimension internationale, attractive, nouvelle manière de fonctionner, de collaborer. On est en concurrence, nous, cabinets conseils, avec nos clients et aussi toute cette nouvelle catégorie d'entreprises. Surtout sur les métiers où la tech, où la technicité, où les filières scientifiques sont importantes. Et puis, même sur les filières scientifiques, il y a tellement d'opportunités au-delà de l'informatique, au-delà de la tech pour les carrières scientifiques, l'intelligence artificielle, l'agrotech, etc. Tellement de portes s'ouvrent en même temps sur un marché qui ne fournit pas plus de candidatures, voire moins, avec le vieillissement de la population. Alors, donc raréfaction des talents, ça c'est dans votre réalité de votre entreprise. Et puis ensuite, il y a la relation avec votre client, votre cœur de métier, qui fait que vous allez créer de la valeur ou pas.
Et vous avez des clients qui, globalement, en effet miroir, vous disent à peu près la même chose. Alors, nos clients vivent la même chose que Vous nous. ne vous sentez pas seul comme ça? Non, non, on est tous... Alors là, ça a remis tout le monde d'équerre. Oui, on est tous alignés, C'est ça. on a tous les mêmes problématiques et on rencontre des difficultés qui sont... qui peuvent... Enfin, moi, je trouve que c'est une chance. On vit une période compliquée... et en même temps, une vraie chance de réaligner un peu les attentes des uns et des autres. Le rapport de que vous remettre aviez un avec vos peu, clients. voilà, le rapport avec nos clients et puis le rapport de nous avec les candidats pour nos métiers, le rapport entre les candidats et nos clients dans d'autres environnements. Moi, je trouve que ça oblige les DRH et les entreprises à se reposer la question du potentiel des talents en interne plutôt qu'à aller chercher immédiatement le une talent à compétence l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Donc il y a déjà ces sujets-là. Donc ça permet aussi de raisonner en termes de compétences réelles et plus de profils recherchés. On pense différemment avec cette crise On est pénurique. obligé. On est obligé. On commence à regarder des talents ou des personnes qui étaient à l'intérieur de l'entreprise qu'on ne regardait pas et qui finalement avaient beaucoup de qualité. Et on se dit, après tout, cette personne, il faut aussi l'accompagner, la former. Ça sera gagnant-gagnant. Mais quand même sur le plan très macroéconomique, parce que vous représentez aujourd'hui Syntec Conseil, donc vous n'êtes pas que chef d'entreprise. Finalement, vous êtes partie prenante et vous allez avoir Bruno Le Maire ou quelques interlocuteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'ailleurs? Alors, il y a plein de sujets sur lesquels ils pourraient nous aider. Les sujets de la formation. Il y a une réforme de la formation qui a rendu les choses, d'un côté, plus faciles pour les individus et les personnes, CPF. mais beaucoup plus compliquées pour les entreprises. Ah oui. Et clairement, là, il y a sûrement des sujets pour la formation des collaborateurs internes ou de gens qu'on aimerait recruter, pour lesquels les dispositifs existent, bien sûr, mais sont compliqués à mettre en œuvre. Oui, c'est un maquis bureaucratique. Exact. Voilà. La simplification, on l'attend encore. Et là, il y a un vrai sujet. Les budgets sont probablement là, mais la mise en œuvre est tellement complexe. La tuyauterie, en fait. Tout à fait. C'est ça qui rend les choses Donc, complexes. ça, c'est un premier enjeu sur lequel, à mon avis, il faut se mobiliser assez vite pour permettre de développer l'employabilité. On a une opportunité de faire vraiment baisser le chômage fortement et de remettre des gens qui étaient loin de l'emploi au travail. Je pense que l'APEC, par exemple, pourrait se saisir de ce sujet et travailler sur l'emploi des cadres seniors. Il y a une place pour les seniors. Ils y travaillent, hein. Enfin, ils essaient, pas suffisamment peut-être. Ça devrait être une mobilisation beaucoup plus forte. On a une fenêtre de tir, on ne sait pas pendant combien de temps cette période va durer, et je pense que l'APEC devrait vraiment mobiliser 100% de ses ressources sur ces enjeux d'accompagnement des cadres seniors vers l'emploi. 100 000, c'est le chiffre de Gilles Gatteau, directeur de l'APEC, 100 000 demandeurs d'emploi seniors. Seniors. Donc il y a un vivier là. Il y a un énorme vivier de gens qui ont du talent, qui ont de l'expérience, qui sont capables d'apporter rapidement de la valeur à l'entreprise, aidons-les à retrouver des jobs dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier pilier. On est sur les seniors en recherche d'emploi, avec sur l'emploi des cadres. Un dernier pilier, rapidement peut-être. Très petit taux de chômage. Un dernier pilier, la diversité des filières. Ça veut dire des filières, des parcours. On est souvent dans nos entreprises du conseil ou chez nos clients grands comptes ou chez des clients plus tech, etc. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Il y a 15% de femmes dans les startups de la tech. Sourcing, formation qui est défaillante aussi dès le départ. Oui, mais pas que. Il y a aussi une valorisation, une survalorisation du genre dans les entreprises de la tech, et on regarde différemment les uns et les autres. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Merci Iman Benaoun d'être venu nous éclairer. Alors, au nom de cette commission conseil en recrutement, au sein de Syntec Conseil, c'est combien? 120 000 collaborateurs au total? Je crois que c'est le chiffre, hein, mais peut-être me trompais-je. En tout cas, ça représente évidemment plus de 120 000 collaborateurs dans ce secteur de Syntec Conseil. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. C'est terminé, oui, l'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Maxime pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, évidemment. Passez un bon week-end. Écoutez notre émission en podcast. C'est toujours sympa d'avoir l'émission Smart Job dans les oreilles. Bon week-end et à lundi. Bye bye.